Très heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue 19h45, le journal à la une de l'actualité de ce vendredi 12 juin 2020. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, serait-il inefficace? Les travailleurs de la justice sont en désaccord avec sa gestion du secteur. Selon eux, rien n'a changé depuis l'arrivée de Maître Malick Sall. Également dans ce journal, la colère noire des habitants de Grand Dakar exprimée dans la rue ce matin. Ils protestent contre des travaux de construction qui ont modifié leurs habitations et habitudes. Et vous allez le voir, ces riverains ont même détruit des palissades. Le bradage du littoral, la polémique sur toutes les lèvres. Le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, se joint au débat. Il qualifie les déclarations de Barthélémy Diaz de fallacieuses. Vous l'entendrez tout à l'heure. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à tous. Les travailleurs de la justice désavouent leur ministre de tutelle. Le Sytjust dénonce les agissements de Maître Malick Sall. Le syndicat lui reproche notamment de vouloir mettre fin à certains acquis sociaux des travailleurs. D'autres failles soulignées par le secrétaire général du Sytjust, Maître Aya Boudmalik Diop, au micro de Kessendour. Nous lui demandons d'abord de mettre en œuvre le protocole d'accord par lequel le gouvernement s'engageait à améliorer les salaires des travailleurs de la justice. La deuxième chose, il doit procéder à la publication au journal officiel de 3 décrets qui ont été signés en décembre 2018, plus précisément le 14 décembre 2018. Depuis cette date, ces décrets sont cachés au ministère de la Justice. Donc, ils ont empêché la publication de ces décrets qui devaient procéder à l'augmentation de ce qu'on appelle l'assiette du fonds commun, qui est une source de rémunération complémentaire. Il ne l'a pas fait. Troisième chose, et la dernière chose, on lui demande d'organiser des formations suivant en vertu des dispositions transitoires de 2 décrets qui ont été signés en début 2019 pour permettre aux greffiers d'être reclassés à la hiérarchie A2, c'est-à-dire à un niveau de rémunération de Bac plus 5, qui a été consenti par le président de la République à travers un décret, et de permettre à une autre catégorie d'agents de passer à un niveau inférieur vers un niveau supérieur, c'est-à-dire de Bac plus 2, où ils pourront gagner plus convenablement leur vie. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec un juge qui rend de la manière la plus indépendante, de la manière la plus objective une décision, mais le traitement de la décision, pour que ça soit délivré dans les délais les plus raisonnables, pose problème. Parce que ceux qui doivent le traiter ne sont pas dans des conditions de travail. À noter que le syndicat des travailleurs de la justice a déposé une demande d'autorisation pour une marche de contestation vendredi prochain. Une autre contestation, cela fait quelques jours, le trafic entre la SICAP Liberté et Grand Dakar est presque bloqué. À l'origine des travaux de construction agacés, les habitants de Grand Dakar ont exprimé leur ras-le-bol dans la rue ce matin. Ils ont détruit toutes les palissades qui longeaient cette voie. Le reportage de Abdourahmane Di et Augustin Mandan. Une voie bloquée est à l'origine de cette manifestation des habitants de Grand Dakar. Une voie telle un trait d'union entre la SICAP Liberté et Grand Dakar et sur laquelle un bâtiment est érigé, à côté de 2 terrains de football qui doivent y être aménagés et un parking de 300 places. En gros, c'est ce projet d'aménagement, notamment une construction qu'ils disent constater sur la route. Une exaspération qui les a menés à détruire cette palissade sur cette voie. Un promoteur privé a essayé de s'approprier la seule issue que nous avons, et cette issue nous relie les 2 communes de Liberté 1 et de Grand Dakar, c'est-à-dire la chaussée sur laquelle nous sommes actuellement. Il s'est avéré que le monsieur a fait un débordement de 5 mètres sur la chaussée. Il a racheté des maisons. Maintenant, il veut remplacer notre chaussée par une autre chaussée qui ne sera pas appropriée. Raison pour laquelle il essaye de s'approprier une maison dont les propriétaires ont refusé de vendre tout simplement. Des propriétaires de maisons comme cet homme qui décharge sa colère sur le maire de la localité. Il a voulu qu'on lui vende notre maison.
Nous lui avons par la suite fait savoir que nous sommes une famille et que nous devons d'abord nous entendre sur un fait. Après discussion avec tous les membres de la famille, nous avions demandé qu'ils nous construisent 2 maisons côte à côte dans lesquelles nous pouvons être car nous n'avions pas voulu être dispersés. Il a par la suite construit une maison de 6 chambres. Nous n'étions pas d'accord, donc nous avons refusé son offre. Nous avions informé le préfet qui nous a rassuré que nous ne quitterions pas les lieux. Mais quand nous en avons parlé au maire, il nous a dit que notre maison se trouve sur la route et que nous serons déguerpis. Informé de ça, le préfet nous a dit que Jean-Baptiste Diouf n'a pas le droit de vous dire ça car cela ne fait pas partie de ses compétences. Ces habitants de Grand Dakar sont convaincus qu'il y a anguille sous roche. Ils comptent suivre l'affaire jusqu'au bout pour avoir gain de cause auprès des autorités compétentes. Abdourahmane Ly, le maire de Grand Dakar, tient à rassurer les populations. Il s'agit, selon Jean-Baptiste Diouf, d'une occupation provisoire de la route pour des questions de sécurité. De plus, ajoute le maire, le maître de chantier Marc Alda Soro détient un permis d'occupation. Les explications du maire Jean-Baptiste Diouf. Donc, c'est une occupation de la voie publique autorisée par la mairie pour éviter simplement, il y a des engins pour éviter des accidents. Mais on autorise cela pour un temps déterminé. Voilà, donc les travaux vont avoir lieu et donc on a autorisé contre paiement de taxes à la mairie. Nous avons un projet partenariat public-privé avec le propriétaire du cinéma Liberté. Et ce partenariat consiste à faire des parkings. Et ça, c'est avec l'accord du ministère des Sports. Et aujourd'hui, le privé va construire les parkings, va construire 2 terrains de football, en gazon synthétique, plus un terrain de basket et des vestiaires. Des travaux sur un terrain qui est dans Grand Dakar, qui s'appelle terrain Diankala, des travaux en gazon synthétique. Tous ces terrains appartiendront à la commune, donc à la population de Grand Dakar. Le promoteur a lui aussi tenu à apporter des explications sur ces travaux en cours. Marc Alda Soro, que voici. On n'a absolument pas construit sur la route. Notre projet fait l'objet d'une autorisation de construire en bonne et due forme, basée sur des pièces cadastrales, des pièces architecturales et bien sûr tout le contrôle légalité qui a été fait par la suite. Et évidemment le contrôle des autorités telles la DESCOS, parce que ce n'est pas un problème nouveau, ça a déjà été mis sur la table, qui a contrôlé effectivement le bien fondé de cette construction. Donc il n'y a pas de problème. On sait qu'ils n'ont pas de moyens et nous avions proposé au sous-préfet de prendre en charge leur relogement. Pour ce, on a acquis un terrain de 300 mètres carrés et érigé une maison qui fait aussi 250 mètres carrés, donc 6 chambres, etc., pour les besoins de cette famille. Ce qui leur a été proposé par ceux qui ont validé. À présent, cette nouvelle qui va sans doute plaire aux commerçants du marché Sandaga. Leur site de recasement sera ouvert à la fin de ce mois de juin. Le ministre de l'Urbanisme, Abdoukarim Fofana, a visité le site aujourd'hui. Les cantines seront gratuites, certes, mais les commerçants devront se cotiser pour la bonne gestion du site. Le compte-rendu de Boubacar Dien que nous aurons dans quelques instants. L'actualité fortement dominée par les questions foncières sur le littoral notamment. Le ministre de l'Urbanisme, Abdoukarim Fofana, se dit indigné par les déclarations de Barthélémy Diaz. Sa réponse au maire de Mermoz Sacré-Cœur, recueillie par Boubacar Dien. Je me sens très indigné par les déclarations du maire de Sacré-Cœur Mermoz, M. Barthélémy Diaz, qui quelquefois, peut-être par des tergiversations politiciennes, s'attaque à la délimitation des communes, arrête des chantiers qui sont dans les communes d'autres maires. Après, s'attaque au siège de l'APR pour dire qu'il n'y a pas eu d'autorisation de construire. Maintenant que
il n'y a pas eu de paiement. Beaucoup de tergiversations politiciennes où on n'arrive même pas aujourd'hui à savoir quel est le but de sa manœuvre. Quand on parle des mamelles, mais les baux ont été faits quand? Avant 2012. Les autorisations de lotir ont été signées en 2010 par la ville de Dakar. Donc on ne peut pas prendre toutes ces situations qui ont existé ou qui ont été faites dans les années 2000 ou même avant, et où les débuts de construction ont commencé durant le magistère du président Macky Sall, pour dire que le régime du président Macky Sall brade le littoral. Ce n'est pas une vérité. Autre chose, les autorisations de construire qui sont données sur toute cette zone, vous pouvez regarder, c'est soit la ville de Dakar, c'est soit la commune de Fat-Point-Amitié, c'est soit la commune de Sacré-Cœur-Mermoz. Qui dirige ces communes? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans la majorité présidentielle? Non, ce sont des opposants au régime. Donc il faut qu'on rétablisse la vérité. Au moment où l'actualité est dominée par des querelles sur le littoral à Dakar, le ministre des Mines et de la Géologie a reçu le collectif Touche pas aux mamelles pour voir dans quelle mesure le site pourrait être sauvegardé. Un site patrimoine géologique, mais qui est également un patrimoine pour le monde entier. Parce que nous savons que, aussi bien pour la navigation maritime, mais également pour le transport aérien, aujourd'hui ce phare a une importance capitale pour orienter les gens qui naviguent. Et donc, à ce titre, nous avons un devoir de pouvoir discuter et voir ce qui se passe dans cette zone, comment faire pour, ensemble, que nous puissions trouver des solutions. Le collectif Touche pas aux mamelles, à travers une réaction citoyenne, a voulu interpeller les autorités. Ayant constaté que le site était agressé, a voulu aussi donc dire « Ah non, non, il faut qu'on le préserve parce que ça ne nous appartient pas ». Donc, au bout de nos discussions et de tout le schéma qu'ils nous ont présenté, on a constaté que nous avons une convergence d'idées, une convergence de points de vue sur comment préserver le site du phare, comment le revaloriser pour en faire davantage un outil d'étude pour les écoles qu'il venait évoquer, en faire aussi donc un site économique avec destination touristique. Un projet de parcours géologique éducatif est en gestation sur le site des mamelles. Ce projet, et nous avons commencé à travailler avec le ministère de l'Urbanisme, mais également les autres entités qui devraient pouvoir utiliser l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Nous avons beaucoup travaillé en son temps avec Mary Teuw Niane et également le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui nous envoyait toujours des élèves pour aller visiter, parce que vraiment c'était un bijou. Le collectif Touche pas aux mamelles, qui regroupe des personnalités du pays comme le général Mamadou Mansour Seck, Marie-Angélique Savané, Bobo Diop entre autres, espère que le site sera sauvé et réaménagé au profit de tous les Sénégalais. Merci beaucoup, Babacar Seck. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Depuis la reprise avortée des cours le 2 juin dernier, aucune autre date officielle n'a été retenue. La COSYDEP demande à l'État de remobiliser tous les acteurs de l'éducation. Son coordonnateur Chermbo recommande d'ailleurs de faire une évaluation exhaustive le plus rapidement possible. Chermbo répond à Sophia Ba. Cela nous amène, nous, à proposer, que l'on puisse travailler à faire un bilan, mais un bilan objectif, exhaustif, de toute cette période en tout cas de reprise avortée. Le bilan en termes de ressources humaines injectées, de ressources financières, de ressources matérielles mobilisées. Nous pensons donc que ce bilan-là pourrait nous permettre de tirer les leçons pour voir là où nous avons échoué. Qu'est-ce qu'il a expliqué, de nous en inspirer pour pouvoir construire un nouveau scénario. Pour nous, donc, le bilan, c'est un élément qui est essentiel. Deuxième élément de proposition, c'est qu'il nous faut ouvrir des espaces d'expression plurielle où on écouterait tous les acteurs. Parce que quand on est en situation de crise, la solution doit être une solution consensuelle. Donc, comment faire pour écouter les enseignants en activité, les enseignants à la retraite, écouter les psychologues conseillers, les sociologues. Nous pensons que nous avons la possibilité, évidemment, d'élargir les discussions, les débats, pour pouvoir recueillir le maximum des uns et des autres. Ça, c'est la deuxième proposition. Troisième proposition, nous pensons qu'il nous faut travailler à remobiliser les acteurs pour les remettre en confiance. En quoi faisant? À l'endroit des enseignants, nous avons pensé que le président de la République devrait pouvoir
faciliter, en tout cas organiser une rencontre avec eux. C'est ça qui pourrait nous permettre de pouvoir les rassurer, de les remobiliser. Mais nous pensons aussi que les parents, de manière générale, ont besoin aussi d'être rassurés en termes de communication. Ils se posent des questions légitimes. Ces questions méritent évidemment des réponses. Donc pour nous, rassurer, remobiliser les acteurs est aussi un aspect qui est essentiel. Quatrième élément que nous avons pointé, c'est la planification. Nous n'avons pas pu réussir la reprise du 2 juin parce que pour nous, en termes de rigueur dans la planification, il y avait des manquements. Tous les manquements seront corrigés au plus vite, ainsi parle le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Mohamedou Moustapha Diagne révèle que le comité interministériel va bientôt proposer une nouvelle date de reprise des cours au chef de l'État. Regardez. Nous avons profité de cette période de transition pour faire le point, puisque également des manquements ont été signalés dans quelques écoles et quelques établissements. Donc nous allons faire le point de tous ces manquements, les pointer et les corriger. Pour le reste, le comité interministériel est en train de travailler pour proposer une nouvelle date au chef de l'État. Donc lorsque cette date sera retenue par le chef de l'État, elle sera donc publiée et les enfants pourront retourner à l'école, puisque c'est le vœu de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Parents d'élèves, élèves, donc société civile, syndicats, tout le monde est contre l'idée d'une année blanche ou une année invalide. Puisque, je donne seulement un exemple. L'année prochaine, l'année scolaire 2020-2021, il y a plus de 400 000 élèves qui doivent aller au CI, qu'on va recruter. Mais s'il y a un redoublement général, on les met où? On n'a pas de capacités d'accueil pour les accueillir. Voilà une raison suffisante pour ne pas envisager une année blanche. Pour le reste, maintenant, nous travaillons vraiment pour la reprise. Retour sur cette nouvelle qui va sans doute plaire aux commerçants de Sandaga. Leur site de recasement sera ouvert à la fin de ce mois de juin. Le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, a visité les lieux aujourd'hui. Boubacar Dien, Moussa Fall, compte rendu. 507 cantines, des toilettes pour hommes et pour femmes, séparément, le tout construit en 4 mois. Ce lieu, c'est le site de recasement des commerçants du marché Sandaga. Il y a un an, nous avons entamé un processus de réhabilitation du marché Sandaga avec des acteurs, la commune de Dakar Plateau, la ville de Dakar. Un processus concerté qui devait nous mener à la démolition et la reconstruction de Sandaga pour des questions de protection civile. Il y a énormément de problèmes de sécurité sur le bâtiment, mais aussi d'aménagement de la ville et de modernisation des marchés. Le président de la République a un vaste programme qui va de Dakar à Ziguinchor, avec le marché Tilène de Ziguinchor, le marché de Diourbel, le marché de Thiès. On a commencé par le marché Sandaga et les marchands, qui sont quand même nos compatriotes, qui mènent des activités économiques licites, nous ont demandé de leur chercher un lieu de recasement. La zone de recasement sera fonctionnelle d'ici fin juin. 95% des travaux sont atteints. Concernant le marché de Sandaga, un appel d'offres est lancé pour la démolition, tenant compte de sa position en plein centre-ville. Comme vous l'avez constaté, ici nous sommes en achèvement. Et au plus tard, en fin juin, nous allons livrer ce marché, cette zone de recasement. Nous avons aussi finalisé les études de démolition et de reconstruction du marché Sandaga. Les études sont déjà terminées et validées. Il ne reste que lancer les appels d'offres pour recruter l'entreprise qui va faire les travaux. Toujours pour Sandaga, un appel d'offres a été lancé aussi pour la démolition, parce que nous sommes en plein centre-ville. Ça nécessite un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Une spécialisation pour la démolition de ces ouvrages coloniaux. L'appel d'offres a été recruté et son contrat est approuvé. Ce site flambant neuf avec des cantines préfabriquées qui peuvent résister au feu pendant 2 tours d'horloge entre dans le cadre du vaste programme de modernisation des marchés à l'échelle nationale. Aujourd'hui, cette pandémie que la Covid-19 nous montre a souhait qu'il nous faut moderniser nos infrastructures publiques, surtout les équipements marchands, puisque la Covid elle-même, on nous dit qu'elle vient d'un marché à cause de l'insalubrité et des mélanges d'espaces qui se font. Donc,
Ce site de recasement est une réplique du marché Sandaga avec des cantines de 2 et de 4 mètres carrés. L'occupation est gratuite. Cependant, Abdou Karim Fofana déclare qu'une cotisation mensuelle des commerçants permettrait de mieux gérer les déchets, de même que la gestion des parties communes. Des discussions sont même en vue, d'après le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Merci beaucoup, Boubacar Dieng. Le reste de l'actualité consacrée au point consacré à l'évolution du coronavirus au Sénégal. 92 nouveaux cas positifs ce vendredi. Un nombre de guéris largement au-dessus du nombre de patients encore sous traitement. Les détails avec Dr Aloïse Walidjouf. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Guédiawaye 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamaguène 1 cas, Liberté 6 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoune 1 cas, Yarah 1 cas, Malika 1 cas, Diamniadio 1 cas, Kébémer 1 cas et enfin Touba 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous sur ITV, la totale bloc d'informations. La suite dans un instant avec Khalifa Diakhaté et ses chroniqueurs. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour le journal. Bonsoir à tous.